entre la liberté artistique et les contraintes budgétaires, même si tu me dis qu'il y a... Ah bah là, je commence à le ressentir très clairement. Tu commences à le ressentir? On a une des plus grandes scènes de France. Et donc c'est là ils ont défini qu'il fallait trouver un dispositif où l'argent public permet de rendre la culture accessible. Bienvenue dans ce nouvel épisode et dans ce premier épisode de la Maison du Podcast. Je me présente, je m'appelle Tom Butz, je suis fondateur de la Maison du Stage et de la Maison du Podcast. J'ai créé du coup ce podcast pour donner la parole à la culture et à la danse pour le grand public. Du coup, n'hésitez pas à nous donner de la force sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi nous écrire si vous avez une histoire extraordinaire ou si vous voulez promouvoir un événement par rapport à la danse ou à la culture, par rapport à l'adresse mail qui s'affiche en bas, lamaisondustage@gmail.com. Voilà, on attend vos mails. Dites-nous en commentaire aussi si vous voulez qu'on invite un invité particulier. Et n'hésitez pas, donnez-nous de la force sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, likez vraiment, donnez-nous masse de force. Aujourd'hui, on reçoit Benoît. On a une grande chance de le recevoir, directeur de la filature, directeur de ses locaux. Voilà. On va parler de beaucoup de choses, de la quinzaine de la danse, de comment on programme, de comment on gère ça. On va parler de multitudes de choses. J'ai très hâte de l'interviewer et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé à la fin de cette vidéo. Je remercie également la filature qui est partenaire et qui nous met à disposition ses locaux. Voilà, et bon épisode à vous. Salut Benoît. Salut Tom. Enchanté. Enchanté. Bienvenue chez toi. On On est clairement chez toi. Merci à toi de nous accueillir. Vraiment, on est dans la salle Jean Bess, dans les locaux de la filature, où du coup, tu es le directeur de la filature. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir partager ce podcast avec toi. Vraiment, moi, je suis trop content. J'ai préparé, on a préparé à deux. J'étais vraiment très content. On va revenir sur toi, sur ton parcours, sur toute ta vision artistique, sur tout ça. Ça en fait des choses. Oui, ça en fait des choses. La première fois que tu es arrivé à la filature, la toute première fois, c'était quand et qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, je suis venu voir des spectacles en tant que programmateur, et je suis incapable de dire quand. Ok. Donc, quand j'avais des fonctions ailleurs, probablement quand j'étais en Normandie, donc ça veut dire avant 2011. Ok. Et je suis venu voir des spectacles ici, peut-être 2 fois, 3 fois, mais je ne saurais pas les repositionner dans le temps. Ok. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti un peu? Alors, par rapport à cette maison, clairement, parce que c'est une maison assez exceptionnelle, c'est une maison qui est réputée, qui est connue en dehors de Mulhouse, au niveau national, voire international, parce que c'est une maison qui a été construite avec une vraie ambition, une vraie audace. C'est un équipement assez incroyable, on reviendra dessus, je crois, tout à l'heure. Oui. Et du coup, arrivé là, c'est un bâtiment qui est absolument magnifique. Aujourd'hui, il a plus de 30 ans. Vraiment, on dirait pas. C'est vrai. Quand les gens voient le bâtiment, ils se disent non, il n'a pas 30 ans, c'est pas possible. Donc c'est un très bel équipement, très impressionnant, très beau pour une ville comme Mulhouse. C'est vraiment un très bel équipement et j'ai souvenir de cette impression de majesté, d'espace assez extraordinaire. Du coup, tu es venu directement dans un cadre professionnel et non comme un public? C'est ça. Ok. Tout à fait. Ok. Et du coup, de devenir directeur d'une structure comme ça, c'était une ambition ou un rêve ou qu'est-ce qui t'a... Est-ce que c'était inné? Est-ce que tu voulais arriver là? Alors, les parcours se construisent toujours avec des hasards, des rencontres. Oui. Mais c'est vrai que lors de mon expérience professionnelle précédente à Paris, je travaillais au Théâtre National de Chaillot. Ok. Je n'étais pas directeur, j'étais secrétaire général et conseil à la programmation. Conseil à la programmation, ok. Mais je savais que j'avais vocation à redevenir directeur parce qu'avant Paris, en Normandie, j'étais directeur d'un festival. D'un festival, ok. Voilà. Trop bien. Et je savais qu'un jour, probablement, je redeviendrais directeur. Et j'avais dans un coin de ma tête cette maison parce qu'elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est absolument extraordinaire. Okay. Et puis, elle réunit pas mal d'éléments qui se sont inscrits dans mon parcours. Il y a un orchestre, il y a un opéra, il y a un ballet. Et tout ça, c'est des éléments qui sont constitutifs de mon parcours et de mon histoire dans ma relation avec le spectacle vivant. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez naturel. J'ai un copain qui me disait, mais n'essaye pas de postuler ailleurs, la filature est pour toi. Oh. Et il avait raison. Quand tu étais en Normandie déjà? Non, c'est quand j'étais à Paris. Quand tu étais à Paris. Ok, du coup, c'était déjà un peu dans un coin de ta tête, Mulhouse. Tout à fait. Tout à fait. Et lorsque j'ai croisé un jour Monica, ma prédécesseur, la directrice précédente, à Berlin, lors d'un festival, on avait pris un verre après le spectacle et elle m'avait expliqué qu'elle allait bientôt prendre sa retraite, qu'elle n'allait pas chercher à faire les prolongations parce qu'elle avait des petits-enfants qui étaient là et qu'elle voulait s'en occuper. Donc je savais que dans les 3 ans qui venaient, elle allait libérer la place. Donc je l'avais
bien inscrit dans Ok. dans un petit bout de mon cerveau. Parce que du coup, t'es né à Besançon. C'est T'as ça. grandi à Je suis né Lyon. Besançon, ouais. Et du coup, ton parcours scolaire, on va revenir un peu à la source quand même. Comment t'étais à l'école? T'étais un bon élève? Est-ce que tu voulais déjà avoir des fonctions? Comment ça a emmené tout ça? Est-ce que j'étais un bon élève? Je crois que oui. Ok. Je pense pas que j'étais un élève particulièrement dissipé. Il faut dire que j'étais dans une institution privée Oui. un peu tenue. Ok. Et en fait, à cette époque-là, avant le bac, ma passion, c'était l'équitation. J'ai fait beaucoup de cheval, Ok. j'ai fait beaucoup de compétitions à haut niveau. Et mon objectif, c'était plutôt de rejoindre le milieu du cheval à l'époque. J'avais vraiment Pas très du envie de tout. travailler dans cet Ok. univers-là. Incroyable. Pas le milieu artistique du coup. Alors, à l'époque, pas du tout. Ok. Alors, Ni les parents, j'avais la chance que mes parents Ah, ok. m'emmènent voir régulièrement des spectacles, ma grand-mère, etc. Ouais. On n'était pas étrangers au spectacle vivant, on voyait, on faisait partie des la famille, on allait régulièrement voir des spectacles, mais c'était pas du tout ce qui était le plus prégnant Ok. dans ma vie à cette époque-là. Et j'ai eu mon bac assez facilement et j'ai intégré une classe prépa pour rejoindre les écoles vétérinaires. Je fais ce qu'on Ok. appelle la prépa veto. Ok. Et en fait, là, je me suis complètement planté. C'est Ok. c'est une prépa qui est très, très, très exigeante. On dit que c'est plus dur que médecine. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, elle est très, très exigeante. Et là, j'étais pas du tout à la hauteur. Et il se trouve que le premier été qui a suivi mon bac, donc un an après mon bac, je voulais gagner un peu d'argent pour financer les vacances. Et j'ai un copain qui m'a dit, mais il y a l'Opéra de Lyon qui recrute des figurants pour une production d'opéra aux Nuits de Fourvière. Les Nuits de Fourvière, c'est un festival qui a lieu dans le théâtre antique de Fourvière. Ok. C'est un théâtre romain assez majestueux, 5000 places. Et du coup, j'ai postulé avec ce copain. On s'est retrouvés tous les deux figurants dans une production de Aïda de Verdi. Ok. Et là, en quelques semaines, j'ai découvert ce que c'était qu'une production qui se construit Ok. avec l'orchestre, les chanteurs, le chœur, les danseurs, parce il y a un ballet dans Aïda. Et du coup, en plus dans un endroit magique, parce que le théâtre antique de Fourvière, il domine Lyon. On a vraiment, c'était l'été, la vue le soir sur Lyon, c'était extraordinaire. Et voilà, donc ça a été un moment décisif pour moi. Et l'année suivante, j'ai compris que définitivement la prépa veto, j'y arriverais pas. Ok. Et du coup, je me suis dit bon bah tiens, il y a un autre univers qui m'intrigue et qui m'intéresse. Et donc j'ai changé mon fusil d'épaule Waouh. 2 ans après mon bac et j'ai commencé une formation en communication avec l'objectif très clair de rentrer dans le milieu de la culture. Ok. Et c'est là où ça a commencé. Voilà. Sacré changement de fusil là. Ah oui, c'est pas tout Ouais. à fait le même. Ouais. Mais il y a un point commun, c'est que c'est des métiers passion, parce que l'équitation, Ouais. quand on se lance là-dedans, quand on a un cheval dans sa responsabilité dont il faut s'occuper, c'est du non-stop, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. La culture, c'est un peu pareil. Donc il y a ce côté de la passion qui emporte tout et qui fait que le job n'est pas simplement une mission alimentaire, une Tout à fonction fait. Tu alimentaire. pratiques mais, encore le cheval aujourd'hui? non, plus. Plus. Ça te manque? Oui, Ouais. ouais, clairement. Et t'aimerais un jour, tu penses y retourner un jour ou pas du tout? Oh, peut-être. Mais la difficulté, c'est que comme je l'ai pratiqué à haut niveau et j'avais un cheval qui était sous ma responsabilité, justement, Ouais. aujourd'hui, aller dans un club hippique pour monter un cheval où on change à chaque fois de cheval, à chaque fois qu'on va monter, c'est pas très intéressant pour moi. Je mets le lien avec une monture et la faire travailler, la faire évoluer. Ok. Il y a un lien presque il y a un filial lien qui se entre- construit. Tout à fait. Ok. Et du coup, tu commences tes études du coup dans la com, c'est ça? Mhm. À Lyon? À Lyon. À Lyon. Mhm. Du coup, tu les finis, je suppose. Je pense que tu Ok. fais des stages, etc. Ben là, dès les stages, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Ok. À partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment des coups de chance assez extraordinaires. C'est de rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui m'ont aidé à accéder assez vite à des postes et des institutions, surtout des institutions culturelles, assez emblématiques de Lyon, puisque j'ai fait un stage d'abord, alors je ne vais pas tout citer, mais un stage important à la Biennale de la danse de Lyon. Donc, la Biennale de la danse, c'est un des plus gros festivals de danse au monde, créé par Guy Darmet, qui a lieu tous les 2 ans, donc comme son nom l'indique. Et j'ai fait un stage de 6 mois là-bas. Ok. Donc là, c'est une immersion complète dans cette manifestation qui fait venir des journalistes et des professionnels du monde entier, qui programment partout dans la ville. Pratiquement tous les théâtres de la ville sont concernés par la programmation. En plus, c'est un festival qui irrigue aussi la ville, c'est-à-dire qu'il y a le grand défilé qui a lieu dans un des week-ends de la Biennale. Il y a un grand défilé qui investit toute la Ok. presqu'île de Lyon. Incroyable. Voilà, donc c'est un vrai événement qui irrigue la ville totalement. Ok. Donc c'était une très très belle expérience pour moi. Et puis ensuite est arrivé le temps du service militaire.
que tu n'as pas connu, toi. Non, je n'ai pas connu. Moi, c'était par rapport à ça, avant de rebondir du coup sur le service militaire, est-ce que dans la famille, parce que du coup la danse n'était pas aussi généralisée et la culture n'était pas aussi généralisée, je pense que quand tu as commencé tes études, ça a été pris comment du coup quand t'as changé du coup de fusil d'épaule, ça a été bien pris ou ça a été quelque chose un peu difficile pour tes parents, tes proches ou pas du tout? Non, je n'ai pas l'impression que ça ait posé vraiment de problème. On va parler service militaire, ce sera l'occasion de valider quelque chose justement avec mon père, parce que mon père a été militaire de carrière, partie de sa carrière professionnelle. Et donc, normalement, je devais faire mon service militaire, mais j'ai eu l'opportunité de intégrer l'équipe de l'Orchestre national de Lyon, l'auditorium Maurice Ravel, comme objecteur de conscience. Ce qui me permettait, après le stage de la Biennale de la danse, de continuer à être présent et de continuer à faire mon chemin et mon trou dans le milieu culturel, sans disparaître pendant un an, comme le service militaire me l'aurait imposé. Et du coup, la question, c'était de savoir, papa, je vais faire objecteur de conscience. Donc, objecteur de conscience, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui refusent de toucher des armes, qui considèrent que philosophiquement, ils ne peuvent pas toucher des armes. Et du coup, je me disais, bon, avec mon père, ça risque d'être compliqué. Et en fait, mon père m'a dit directement, écoute, du moment que tu te mets au service de la société d'une manière ou d'une autre, si c'est pas par le service militaire, mais d'une autre manière, moi, ça me va. Waouh, donc ça a été validé. Sacrée ouverture d'esprit pour un militaire, quand même, je trouve. Clairement. Waouh. Oh, ça m'a mis un petit frisson quand même. Waouh, ok. Très beau. Ok, magnifique. Est-ce que, parce que là tu parles beaucoup de victoire et tout, il y a eu des difficultés, je pense, mais ça a été lesquelles un peu des difficultés? Parce que là, ça me paraît tout beau, tout rose, mais je pense qu'il y a eu des moments où des doutes. Le moment le plus difficile, ça a été la prépa veto, de s'apercevoir que non, ça ne le ferait pas. Ça a été dur pour, dur. Pour toi? Oui, parce que jusqu'au bac, j'avais vraiment des facilités. Pour moi, c'était finger in the nose, j'avais pas travaillé énormément, j'avais vraiment des facilités, et du coup, s'apercevoir après coup que bah non, ça marche plus, là, c'est plus aussi facile, pas aussi évident. Ça a été assez compliqué pour moi. Ok. Ensuite, tu pars, je pense, tu restes pas du coup à Lyon. Je pense Alors, je travaille donc à l'Orchestre national de Lyon, je fais mon service militaire là-bas, donc 20 mois, je crois, c'était quelque chose comme ça. Puis, ils me gardent, donc je travaille après 3 ans là-bas, 4 ans là-bas. Et dans cette période-là, ce qui est assez génial dans mon parcours, il faut le préciser, sinon la suite n'a pas de sens. Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, donc j'ai fait mon service militaire. Donc l'objection de conscience, c'était au service communication de l'orchestre. Et à la fin, on me propose d'intégrer le service de la programmation. Je deviens l'assistant du délégué à la programmation. Donc ça veut dire être en contact avec les agents, des chefs d'orchestre, des solistes, tous les artistes qu'on invite à venir travailler avec l'orchestre. Donc ça me permet de basculer de la communication à l'artistique. Et du coup, tout d'un coup, je brûle les étapes, en fait. Ça va vite. Ça va très vite. Ça t'effraie? Sur le moment? Peut-être qu'à un moment, ça m'effrayait parce que je pensais à la fin de mon service militaire, je songeais à reprendre des études. Et la personne qui m'a proposé de devenir son assistant m'a dit non, t'as les mains dans le cambouis, là, t'es dans le réel, donc c'est là que tu apprends le mieux. Il faut pas repartir faire à la fac ou faire des études. Il faut que tu restes là. Et peu de temps après, il me proposait de devenir son assistant. Mais c'est vrai que du coup, c'était un peu... Ouais, je comprends. Mais après, c'est quand même des chances assez extraordinaires, parce que des rendez-vous comme ça, il y en a eu tout le long de mon parcours. Et, trop incroyable. Incroyable. Ensuite? Et donc ensuite, en fait, j'ai rencontré mon compagnon, qui vivait à Montpellier, qui était chanteur, et qui se trouve qu'il était dans une aventure assez extraordinaire avec des étudiants des universités de Montpellier. Il montait une comédie musicale qui s'appelle Candide, de Leonard Bernstein. Bernstein, c'est le compositeur de West Side Story, que le public connaît bien. Et la chance extraordinaire, c'est que cette association étudiante avait la possibilité de monter la comédie musicale en conditions professionnelles, donc avec un metteur en scène professionnel, un chef d'orchestre professionnel, création de costumes, de décors, etc. En vrai, quoi. Et accueilli à l'Opéra Comédie de Montpellier, donc à l'opéra dans la plus belle institution de Montpellier. Et donc, à l'époque, c'était une équipe étudiante qui n'était pas forcément habituée à travailler avec les professionnels. Du coup, j'ai compris que je pouvais avoir ma place là-bas. Et du coup, je suis arrivé là-bas, j'ai fait toute la coordination entre les pros et les amateurs. Et ça, c'était une très belle aventure, parce que c'est une aventure humaine avec les étudiants, où on sait pourquoi on est là, on a très très envie. Et puis Candide de Bernstein, pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter, c'est une œuvre géniale, humaniste, c'est Voltaire, le respect, l'ouverture à tout. Incroyable. Voilà, donc je reste à Montpellier pendant 3 ans, 2 ans. 2 ans, ok. Et puis ensuite, là nouveau, coup de chance, un ancien collègue de Lyon prend la direction d'un festival qui s'appelle Octobre en Normandie. Octobre en Normandie, ok. Qui est en Haute-Normandie, dans Seine-Maritime.
Et il n'avait pas d'équipe autour de lui. Il est arrivé avec une équipe qui était quasiment défaite. Il n'y avait plus personne. Donc il me dit, si tu as envie de venir bosser, je t'embauche. Et il me dit même, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, mais c'est génial. Ok. Donc là, à nouveau, la possibilité de mettre à l'épreuve ce que j'avais appris dans les expériences précédentes. Et je me retrouve chargé de toute ce qu'on appelle la production. Donc la production, c'est les liens avec les compagnies qu'on invite, organiser les contrats, les voyages. Ou c'est compliqué ou Non, parce que c'était signé entre nous. Ok, ouais, compliqué. Oui, mais c'est compliqué dans Mm. le milieu artistique. De toute façon, quand on bouge, ça devient compliqué. Incroyable. Du coup, Normandie, Voilà. ça change un peu du sud quand même. Là, clairement, oui, c'est la grande diagonale de Montpellier jusqu'à Rouen. C'était assez Très beau la impressionnant. Normandie, ça a son. Moi, j'aime beaucoup la Normandie. T'arrives là-bas, du coup, tu gères ça. Donc voilà, j'y ai bossé pendant 13 ans. Et là Ok. aussi, encore une fois, coup de chance, je change de poste quasiment tous les 2 ans. Ok. Et je finis par être directeur par intérim. Ok. Après 1 an d'intérim, je réalise une édition du festival, qui en plus grandissait à ce moment-là, je l'expliquerai après, mais qui est en train de grandir. Et à la fin de cette édition, toutes les tutelles, les partenaires publics qui finançaient le festival, me disent, bon, est-ce que vous avez envie de prendre le poste de directeur, le vrai poste, parce qu'il fallait recruter un directeur. Ouais. J'étais là par intérim, il fallait recruter le directeur. Et quand j'ai compris que tous les trois, il y avait 3 tutelles, toutes les 3 étaient partantes pour que ce soit moi, je me suis dit, bon, moi, allez, j'étais pas forcément, c'est pas dans ma nature de me considérer comme celui qui dirige tout, qui décide de tout. Mais finalement, j'ai tenté ma chance et donc je suis devenu directeur du festival à ce moment-là. Incroyable. Et donc c'est un festival qui à l'origine est un festival sur un département avec de la musique et de la danse dans la programmation. Et au moment où j'en prends la direction, il devient un festival régional, donc il grandit dans sa dimension géographique. Et on rajoute une discipline, le théâtre, ce qui fait que j'ai la chance de pouvoir programmer du théâtre, de la musique et de la danse. Donc que demande le peuple? Incroyable. Une chance Mais assez ouais, extraordinaire. c'est dingue. Et du coup, 13 ans là-bas, c'est ça? Alors 13 ans là-bas, 13 ans là-bas. dont 6 ans à la direction du festival. Dont 6 ans en direction. Du coup, t'as fait vraiment évoluer du coup ce festival en fait. C'est ça. Avec incroyable. Ensuite, t'arrives à Paris du coup? Ensuite, j'arrive à Paris. Là aussi, c'est un directeur qui prend ses fonctions au Théâtre National de Chaillot. Oui. Alors, c'est Didier Deschamps, pas le footballeur, l'autre. L'autre. Didier J'ai lu. Deschamps, qui J'ai est lu, danseur et chorégraphe, qui dirigeait d'ailleurs le Ballet de Lorraine, ici, en région Grand Est, Ouais. qui est nommé à la direction du Théâtre National de Chaillot. Ouais. Et là aussi, il me dit, écoute, j'aurais besoin de quelqu'un à mes côtés, au poste de secrétaire général et conseiller à la programmation, est-ce que ça t'intéresse? Bon, moi, j'avais quand même fait le tour de la Normandie, au bout de 13 ans, ça allait. Oui. Et je me dis, Chaillot. Alors Chaillot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même sous l'esplanade ouais. du Trocadéro, là où les Japonais font la joli, photo hein. de la Tour Eiffel. Il y a ce grand foyer extraordinaire, ce foyer qui est face à la Tour Eiffel, face aux fontaines, la Seine et la Tour Eiffel. Voilà, donc j'ai embarqué dans cette aventure-là et j'ai bossé 8 ans à Chaillot. Wow. Donc ça, c'est l'aventure un peu magique du coup, lieu, du théâtre avant, national. t'étais directeur et du coup, là-bas, t'étais plus directeur. Du coup, t'étais programmation, assistant de programmation, etc. Conseil à la programmation Conseil, et secrétaire général. Ok. Et ça t'a pas dérangé, du coup, pas de... Non. Non, ok. Non, parce que foncièrement, je suis pas attaché forcément Au poste, en fait. C'est plus l'aventure proposée, l'aventure à la fois humaine et artistique, Ouais. ce qu'il est possible de faire dans une maison qui m'intéresse plus que forcément être le directeur. Oui, ok. Du coup, peut-être plus de budget aussi, je pense, peut-être. À Chaillot, oui, clairement. Ouais. Du coup, ça joue aussi sur ton côté artistique. Incroyable. Ok. Combien de temps tu restes à Chaillot? 8 ans. 8 ans. 8 ans. Ok. Et après? Et donc après, je postule à la direction de la filature. Donc filature. au printemps 2019, le recrutement est lancé. Oui. Je candidate et je suis nommé. Incroyable. Du coup, t'es très content, tu m'as dit, d'être aujourd'hui directeur de la filature. Alors si on fait fil arrière de mon parcours, la filature, c'est une maison, donc on va la décrire, mais j'ai commencé à l'opéra puis l'orchestre. Or, la filature héberge l'Opéra National du Rhin, héberge l'Orchestre National de Mulhouse. Il y a le Ballet du Rhin. Or, la danse, ça a été un élément marquant de mon parcours avec la Biennale de la danse. Donc voilà, ici se retrouvaient un peu tous les éléments constitutifs de mon parcours dans la même maison. Incroyable. Voilà. C'est pour ça qu'elle me ressemblait à ça, il y avait quelque chose de... C'est pour ça que tu l'avais déjà un petit peu dans ta tête. Du coup, Mulhouse rayonnait déjà, la filature en tout cas rayonnait déjà un peu Tout à fait. sur le côté national. Justement, pour donner un peu un élément de comparaison, parce que je disais que c'était un équipement incroyable, la filature. La filature fait 20 000 m². Chaillot, donc l'État national de Chaillot, face de la Tour Eiffel, fait 22 000 m².
À la Filature, il y a 3 salles. À Chaillot, il y a 3 salles. Et les salles sont à peu près similaires. 1200 places ici à Mulhouse, 1000 places dans la salle Jean Villard à Chaillot. La salle modulable ici fait 360 places. La salle Gémier à Chaillot fait 390. Voilà. Donc c'est un peu comme 2 théâtres jumeaux. Ouais. Sauf qu'il y en a un qui est face à la Tour Eiffel, un peu hors sol, le théâtre national, qui dépend directement du ministère. Et celui-ci, il est vraiment ancré sur le territoire, en prise directe avec des publics, avec une région, avec un département, avec une dynamique de territoire, qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressante à porter. Même si l'aventure Chaillot, évidemment, a une aventure ça reste Paris, incroyable. ça reste magique. Ça reste magique, clairement. Du coup, aujourd'hui, tu es directeur de la Filature, d'une scène nationale, et que toutes les villes n'ont pas la chance d'avoir une scène nationale dans leur ville. C'est quoi concrètement une scène nationale? Alors d'abord, on va tirer le fil de la Filature. Alors la Filature, c'est d'abord un équipement. Oui. Donc c'est ce théâtre avec 3 salles, on vous écrit. Et cet équipement, il a été pensé à l'origine avec l'intelligence collective, dont on parle beaucoup en Alsace, qui est un mot important, mais vraiment elle prend sens quand on découvre la Filature, puisqu'il fallait répondre à plusieurs attentes. D'abord, il y avait la Maison de la Culture, qui est un petit théâtre dans un quartier, pas très loin d'ici, au Drouot, qui avait nourri pendant une quinzaine d'années, je pense, le public mulhousien avec une programmation incroyable. Ils y allaient avec un culot incroyable, ils ont fait venir des compagnies américaines, etc. C'est un tout petit lieu, mais ils avaient une programmation incroyable. Et du coup, l'État se disait, et la ville disait, bon, on va faire grandir ce petit théâtre pour lui trouver un lieu plus grand. Mais il fallait aussi trouver une solution pour l'orchestre de Mulhouse, qui était à l'époque l'orchestre symphonique de Mulhouse, depuis il est devenu l'orchestre national. Et le théâtre était un peu à l'étroit au théâtre de la Cine, qui est le théâtre à l'italienne en centre-ville, donc il fallait trouver un lieu plus adapté. Et puis l'Opéra national du Rhin, qui est une structure aussi assez originale, puisqu'elle a un pied à Strasbourg, un pied à Mulhouse et un pied à Colmar. Ouais, et du coup, il fallait construire un équipement qui puisse accueillir les plus belles productions d'opéra, quelles qu'elles soient. Et du coup, la Filature a été donc l'architecte choisi, c'est Claude Vasconi, qui peu de temps avant avait construit le Chorum à Montpellier, qui est un outil absolument incroyable aussi. Et donc il a créé cet équipement. On a une des plus grandes scènes de France. C'est-à-dire qu'à part l'Opéra Bastille et probablement les Zéniths, le réseau des Zéniths, la grande salle de la Filature, le plateau fait 30 mètres par 30 mètres, on trouve ça nulle part ailleurs. Donc vraiment, c'est un équipement qui a été voulu avec. On mise beaucoup d'argent, on investit beaucoup. À Mulhouse, quoi. C'est dingue de mettre ça à Mulhouse. Incroyable. Et donc, par contre, il fallait trouver qui va gérer la maison et qui va la gérer pour tout le monde, puisque l'orchestre est un des colocataires. J'appelle les institutions qui cohabitent dans la maison, on les appelle les colocataires désormais. J'aime bien un peu ne pas trop être dans la relation toujours professionnelle ou dure, mais c'est aussi un rapport amical de cohabitation. Et donc le choix qui a été fait, c'est de nommer un directeur qui soit à la fois le directeur de la scène nationale et directeur de l'équipement. Je suis syndic de copropriété. Oh, le mauvais rôle. L'ancien adjoint à la culture de Mulhouse, la première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit, bon, vous avez bien compris que vous serez directeur de scène, vous aurez 2 casquettes, directeur de scène nationale et syndic de copro. Oh, t'as plusieurs casquettes quand même ici. Voilà. Et du coup, une scène nationale, qu'est-ce que c'est? Alors, les scènes nationales, c'est un réseau de 78 théâtres en France, et il y en a aussi en Outre-mer, qui ont pour vocation de programmer du théâtre, de la musique et de la danse. Donc, c'est pluraliste. On programme tout type de disciplines et à peu près tous les répertoires, tous les styles, tous les genres. On est censé être une fenêtre ouverte sur le monde du spectacle vivant et faire découvrir un peu tout ce qui existe et le proposer au public de proximité. Voilà, donc ce qui fait que je programme donc ici la Filature dans la grande salle et la salle modulable. Et puis je gère la maison avec les équipes de la Filature, bien sûr. Heureusement, je suis pas tout seul pour permettre à l'opéra. Il y a combien de salariés du coup à la Filature? Une cinquantaine. 50 vrais CDI à temps plein. Et puis après, on se rajoute les équipes d'accueil pour ceux qui contrôlent les billets à l'entrée des salles, les intermittents. On ne compte pas dans les 50. Donc oui, ça fait quand même un petit monde à gérer. Ça fait une sacrée maison finalement. Du coup, il y a combien de spectacles pluridisciplinaire à la Filature, du coup, par saison, concrètement? Alors, donc il faut, ce que j'ai décrit là à l'instant fait que la Filature est un théâtre exceptionnel aussi, donc par sa dimension, mais aussi parce qu'il y a 3 saisons sur le plateau de la grande salle. Donc il y a la programmation de la scène nationale que je construis moi. Il y a toute la saison de l'orchestre
puisqu'il fait ses 9 concerts d'abonnement qu'il donne au fil de la saison. Et puis les productions de l'Opéra du Rhin, qui sont décidées par le directeur de l'Opéra national du Rhin. Du coup, il y a les 3 saisons. Donc là, je peux répondre à la question. Le dossier que je maîtrise le mieux, c'est celui de la scène nationale, évidemment. Bien sûr. Donc en fait, on a une 50aine de spectacles différents, avec donc partagés entre théâtre, musique et danse, avec une programmation aussi pour les jeunes publics. On essaye d'avoir des séances scolaires pour travailler sur les publics les plus jeunes. Et à la fois dans la grande salle de la filature, dans la salle modulable, donc les formats un peu plus petits spectacles, ou les spectacles en émergence, les compagnies qui débutent. Et de temps en temps, on peut aussi aller à l'extérieur, faire des choses en dehors des murs de la filature. Et j'ai oublié de dire, il y a également un 4e colocataire à la filature, c'est qu'il y a la médiathèque de la ville de Mulhouse qui est hébergée dans la maison. Et puis depuis 6 mois maintenant, un restaurant. Un restaurant, Audace. Audace, trop bien. On parle de programmation depuis un moment. Qu'est-ce que c'est une programmation? Comment on programme? Comment on arrive à ça? Comment, tu le dis bien, il y a des compagnies en émergence, il y a des locataires. Comment on gère tout ça? Parce que c'est pas évident, parce que il y a le ballet, il y a l'orchestre, il y a le théâtre, il y a les compagnies qui arrivent, il y a toi aussi tes idées artistiques. Comment tu programmes ça? Comment tu fais cohabiter tout ce monde? Par quoi tu commences? Par où? C'est clairement, je pense, une sacrée mission. Alors, c'est toujours très compliqué de répondre à une question comme celle-là. Qu'on nous pose souvent. Il faudrait presque 1 heure pour expliquer toutes les contraintes, le casse-tête chinois qu'il faut assembler pour réussir à faire une programmation équilibrée. Ce qui était pas mal pour moi, c'est qu'en postulant ici, je savais qu'il y avait la musique savante, on va dire la musique classique ou la musique contemporaine, classique contemporaine, qui était déjà bien présentée grâce à l'opéra et l'orchestre. Donc je savais que ce répertoire-là, j'allais pas trop y toucher. Du côté de la danse, le ballet du Rhin est un ballet avec une 30aine de danseurs qui héritent, on s'inscrit dans l'héritage néoclassique. Donc je me suis dit, très bien, l'héritage néoclassique qui est une des pistes une des esthétiques en danse contemporaine, j'ai pas besoin de l'assumer, ou peu, et je laisse ça au ballet. Du coup, ça m'a permis d'orienter la programmation sur la musique autour des musiques improvisées, le jazz, musique du monde, musique trad, un peu de musiques actuelles aussi. Pour la danse, donc j'essaye d'être sur les créations qui soient pas trop d'héritage néoclassique, mais plus contemporain pur et dur. Ce qui permet de cibler. Et puis pour le théâtre, la scène nationale étant la seule à en faire, là j'essaye d'être le plus exhaustif possible. Donc chaque année avoir au moins une grande pièce de répertoire, un grand texte qui parle vraiment au public. On avait un Feydeau, l'hôtel du libre-échange, la semaine dernière. Voilà, des grands noms qui parlent. Et ensuite, alors ça c'est un premier cadrage qui fait que j'ai d'abord abordé la question en disant qu'est-ce que les Mulhousiens peuvent voir à la filature. Et considérer qu'il y a la scène nationale, mais il y a aussi l'orchestre, l'opéra, le ballet. Donc c'est un paysage global de programmation qui doit être cohérent. Donc c'est pas évident d'en mettre un en valeur, de l'autre moins. C'est un équilibre aussi. Surtout, j'essaye de pas marcher sur les plates-bandes de mes collègues ou d'en faire trop, parce que s'il y avait trop de la même... C'est ça. Du coup, t'as un côté qui est quand même... T'as une touche artistique, du coup. Tu mets ta touche artistique dans ta programmation, finalement. Toujours. Ça, c'est un des points qui est délicat pour un programmateur, c'est que évidemment, quand on programme, on a envie de montrer ce qu'on a adoré, les artistes qu'on défend depuis longtemps. Mais il faut aussi accepter parfois de programmer des choses qu'on n'aime pas forcément, qu'on n'aime pas totalement. C'est-à-dire que il y a des spectacles qui sont pas forcément dire ce que je me battrais pour voir, pour avoir des places à tout prix le jour où ça passe dans un théâtre près de chez moi. Mais il faut aussi accepter que certains projets soient pour des publics qui n'ont pas forcément les mêmes goûts. Et moi, là, pour essayer de résumer comment je programme, j'essaye de me dire que toujours dans la culture, il y a des gens qui en ont bouffé beaucoup, qui ont vu beaucoup de spectacles, qui vont dans les festivals l'été, donc ils sont à un niveau d'acceptation des propositions très contemporaines, très érudites ou très parfois complexes intellectuellement. Donc il faut qu'il y ait ce type de proposition, mais il ne faut pas oublier tout le public qui peut-être n'a pas eu l'occasion d'aller beaucoup au théâtre quand il était gamin, ou qui peut-être même n'ose pas franchir les portes de la maison, parce que cette maison elle est impressionnante. Et puis le fait qu'il y ait un opéra, un orchestre, un ballet, je pense qu'il y a des gens qui se disent oh là là, mais c'est vrai. Ouais, est-ce que j'ai le droit d'aller là? Ouais, c'est vrai. Non, donc mais totalement. Ma programmation, j'essaie vraiment de la faire de manière à ce qu'on puisse vivre les premières expériences vers le théâtre, la musique ou la danse,
C'est-à-dire qu'il y a des propositions assez évidentes dans la programmation qu'on peut venir voir lorsqu'on est un néophyte complet. Pour un grand public un peu plus, ouais. Voilà, Ok, ouais. très large public. Et ensuite, des propositions plus pointues, plus exigeantes. Donc chacun trouve sa place. Mais je suis très attentif au fait que dans tous les théâtres de France, mais ici à Mulhouse, c'est particulièrement vrai, il y a beaucoup de Mulhousiens qui n'osent pas venir à la filature. Donc, moi, je travaille beaucoup sur le fait de ouvrir les portes très largement, que les Mulhousiens comprennent que c'est une maison, d'abord c'est une maison citoyenne, hein, c'est une maison, elle appartient à la ville de Mulhouse. On nous en confie la gestion, mais c'est un lieu public, vraiment, donc pour moi c'est une maison citoyenne, c'est très important de ne pas l'oublier. Et donc c'est un lieu qui appartient aux Mulhousiens, et il faut vraiment trouver les moyens de leur faire, de les convaincre que c'est un endroit qui les concerne et qu'il faut venir y vivre. Vous avez entendu, venez à la filature. Venez, venez, venez. C'est vrai que la programmation est dingue. Moi, c'est pour ça que je me posais cette question. Est-ce que du coup, tu reçois beaucoup de candidatures aussi de compagnies? Est-ce que tu en refuses? Sans arrêt. Ah bah oui, je pense que tu en refuses beaucoup. Est-ce que c'est dur maintenant? Pour être très franc, il y en a même beaucoup auxquels je ne trouve même pas le temps de répondre. Okay. Pour être franc. Ce qui est pas bien, mais c'est la réalité. Je peux recevoir 200 mails par jour, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Quelque chose comme ça. Enfin, oui, un peu dans ces eaux-là. Est-ce que tu suis les tendances actuelles? Je pense que oui. Alors, est-ce qu'on suit les tendances? Oui, parce que quand on travaille comme moi depuis 30 ans dans le milieu du spectacle vivant, il faut rester et qu'on passe beaucoup de temps dans les festivals l'été, qu'on est régulièrement à Paris, forcément, on suit les artistes qui sont en train d'émerger, ceux qui commencent à être à la mode, ceux dont tout le monde parle. Comment tu fais pour pas choquer Parce que du coup, à Paris, nous, Mulhouse, entre guillemets, on est en retard culturellement. C'est pas retard, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent après. Comment tu fais trouver cet équilibre entre pas choquer, pas être trop en avance, pas être trop en retard? Parce que c'est un équilibre, je pense. J'ai une chance assez extraordinaire à la filature, c'est que dès le premier directeur de la filature, Christopher Crims, qui a inauguré la salle en 93, il y a une programmation très ambitieuse. Et même avant, je disais que la chance extraordinaire, c'est que l'AMC, la Maison de la Culture, qui a précédé la filature dans le quartier de Rouault, déjà à l'époque, ils étaient très très audacieux. Et notamment, alors c'est un exemple, le Living Theatre, c'est une compagnie qui a fait scandale à Avignon, au Festival d'Avignon. Il y a eu des descentes de police, il y a vraiment eu des moments extrêmement violents sur place, parce que c'était choquant, considéré comme indécent, etc. Et cette compagnie, elle est venue à la filature, à Mulhouse, à l'AMC à l'époque. Donc il y avait vraiment le choix de présenter ce qui se faisait de mieux en création contemporaine, y compris des choses qui pouvaient choquer. Et lorsque Christopher Crims a pris la direction de la maison était très bien dotée, donc il avait des gros moyens. Et en fait, il a fait une programmation qui était extrêmement ambitieuse, et il y avait déjà l'exigence des Merce Cunningham, des grands metteurs en scène venant d'Europe centrale, de Pologne, etc., les Russes. Donc il a vraiment... le public mulhousien, il a été formé progressivement à une école de création spectacle vivant qui est plutôt pointue. Voilà. Mais par exemple, parce qu'il y avait Angelica Lidl qui jouait au TNS à Strasbourg, là, et du coup, j'ai des amis qui m'ont demandé qu'est-ce que t'en penses, Angelica Lidl et tout. Je dis voilà, ça c'est une artiste, elle pour l'instant, j'ai pas encore franchi le pas de la programmer, puisqu'on est vraiment dans quelque chose d'assez provoque, qui peut être considéré comme choquant. Voilà. Donc il y a une forme de limite, mais en tout cas, on sait qu'à Mulhouse, on a déjà des longueurs d'avance sur l'acceptation de la création contemporaine. Parce que du coup, moi je trouve qu'au niveau danse, justement, maintenant sur plus les cours, moi je trouve justement, on a un peu du mal en termes de cours de danse, de danse en général. Après, on a une grosse influence du coup académique par le ballet du Rhin. Bien sûr. Mais du coup, moi je trouve justement, on a du retard. Genre, j'ai pas le même ressenti en tant que du coup mulhousien justement au niveau de terme de la danse. Si on veut pratiquer, mais non, on l'a vu sur scène, incroyable, je vais le pratiquer. Waouh, on se retrouve, on se dit bah non, en fait c'est pas du tout. Il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a pas l'équivalent, et du coup moi c'est pour ça que je posais la question, parce que justement nous on a un énorme décalage. On vient de Paris, on vient ici. Moi, je sais que parmi les directeurs qui programment à la filature, donc le directeur de l'orchestre, le directeur de l'opéra et moi, je suis celui qui a le plus de latitude. Je sais que je peux aller vers le contemporain, ça fait partie de mes missions. Et je peux avoir des choses un peu audacieuses. Et l'urbain dans tout ça? L'urbain. En programmation. L'urbain. Alors, on a un week-end qui arrive les 30 et 31 mai autour de l'influence des pratiques urbaines sur le spectacle vivant. Incroyable. On aborde ce sujet.
Est-ce qu'on le programme? Est-ce que c'est encore tabou? Est-ce que c'est compliqué de programmer ça? Je sais pas comment. Alors quand tu dis l'urbain, c'est l'influence des danses comme le hip-hop, C'est etc. ça, sur scène. ouais, c'est ça. Non, c'est depuis longtemps. À Lyon, Guy Darmet avait déjà Oui, institué exactement. le fait que Mourad Merzouki, Oui. etc. avaient leur place à la Maison de la Danse. Donc non, pour moi, il n'y a pas Ok. de tabou. Et dans les spectacles qu'on a programmés ces derniers temps, il y avait eu l'année dernière, il y a eu Dub de Amal Dianor, Oui, qui exact. réunit des danseurs venus de différents pays du monde, voire lointains, l'Inde, le Japon, etc. Et beaucoup d'entre eux viennent des danses urbaines, donc ça c'était très présent. Et puis là on a ouvert la saison cette année avec les Maselfretten, Oui. danse électro, Danse électro qui est très tendance actuelle, vraiment à fond. pour marquer les esprits à la présentation, le soirée d'ouverture des JO. La soirée d'ouverture des JO. Donc pour moi il n'y a pas de tabou. Ok. Et le week-end qu'on programme fin mai, justement, l'idée, c'est de tisser des liens avec des publics qui ne viennent pas à la filature, mais qui sont plutôt ceux qui vivent la ville à travers des pratiques sportives ou performatives. Oui, il y aura du skateboard, je crois, si je ça, dis c'est pas. Ouais, non, il y a On tout importe un skatepark sur Sur le parvis sur la grande salle. Ah, dans la grande salle. Ah ouais, ok, le skatepark. incroyable. Ok. Donc c'est un spectacle qui s'appelle Skatepark, une chorégraphe qui s'appelle Mette Ingvartsen. Ok. Et donc, il y a un spectacle dans lequel il y a des professionnels, skateboarders, rollers, etc. Et on invite une dizaine de jeunes Mulhousiens qui vont participer au prologue. Et puis, il y aura effectivement des éléments de skatepark sur le parvis. On a aussi un parcours qui s'appelle Bodies in Urban Spaces. Alors ça, faut aller voir les images, ça se raconte pas en 2 secondes comme ça. C'est un chorégraphe. Qui sera un parcours dans la ville. Les corps vont transformer l'architecture de la ville. Incroyable. Hâte. Voilà. On aura une roller party, on aura des expos de skateboard dans le hall. Voilà. Ça va être, Trop bien. Trop bien. On va aborder un sujet, la quinzaine de la danse. On est là pour ça aujourd'hui. Quinzaine de la danse qui approche. Qui va débuter début mars. On démarre le 6 mars. Le 6 mars, qui dure 2 semaines du coup. Est-ce que c'était déjà là quand t'es arrivé ou c'est toi qui l'as mis en place? Parce que j'ai vu qu'on était du coup à la 8e édition. Oui. Vous montrez C'est ça. Quinzaine de la danse à la filature du 6 au 21 mars. Du coup, ça existait déjà quand tu étais là. En fait, c'est un festival qui a été imaginé par un garçon qui s'appelle Thomas Ress, qui est le directeur de l'Espace 110 à Ilzac. L'Espace 110, c'est un lieu, un théâtre de ville, qui est aussi un gros centre socioculturel avec beaucoup d'activités. Et Thomas a une vraie appétence pour la danse, il aime beaucoup ça. Et il avait proposé de créer un temps fort sur la danse sur l'agglo de Mulhouse. Et à l'époque, il a immédiatement proposé à ma prédécesseur Monica d'entrer dans l'aventure et à Bruno Boucher, le directeur du Ballet du Raz, de jouer aussi une partition dans l'aventure. Et ce qui est assez génial en fait dans ce trio, donc j'ai remplacé Monica, mais c'est le même trio qui continue à organiser la quinzaine de la danse, c'est qu'on a des missions très différentes. Le ballet, il a ses 30 danseurs permanents, il crée des pièces il invite des chorégraphes à venir créer des pièces, héritage néoclassique, comme on le disait tout à l'heure. À l'Espace 110, il a un tout petit plateau, mais il peut présenter l'émergence, toutes les jeunes compagnies qui viennent de la région Grand Est ou d'ailleurs, les petites formes. Et puis nous, à la filature, on a la capacité d'accueillir les plus grandes compagnies internationales, si on le veut, sur le grand plateau. Incroyable. Et puis en salle modulable, des choses intermédiaires. Du coup, la quinzaine de la danse, elle est construite à 3 voies. Et on est très complémentaires puisque chacun a des moyens financiers, des espaces différents et des missions différentes. Du coup, c'est assez joyeux de se retrouver ensemble parce qu'on voit comment, à 3, on peut essayer de dresser un portrait de ce qu'est la danse contemporaine aujourd'hui avec là, on a 9 spectacles au total sur les 15 jours. Donc ça permet quand même d'avoir un joli choix. C'est sympa. Et pourquoi 15 ? Alors, faut demander à Thomas, je sais pas. Parce que c'est marocain. Ok. C'est pas moi qui ai Thomas, choisi si jamais tu nous entends, si tu peux, peut-être tu auras une petite vidéo courte à nous expliquer pourquoi 15. Je crois qu'il est au Mexique, là, donc ça va être un peu compliqué, mais bon, on sait jamais. Les podcasts voyage. Les podcasts voyage. Non, bon. Je lui poserai la question si un jour j'ai la chance aussi de l'interviewer, parce que c'est vrai que c'est marrant, 15 jours, 15e. Et pourquoi cette période aussi de l'année ? Ça a toujours été à la même période ou pas ? Non, quand je suis arrivé, c'était au mois de janvier. Ok. Et on l'a changé pour quelle raison? Si je me trompe pas, c'est quand il y a eu la crise de l'énergie, on a commencé à se poser la question de savoir comment chauffer nos salles sans trop que ça dépenser d'argent. Et du coup, on a commencé à se dire qu'il fallait peut-être moins programmer en décembre-janvier, la période la plus froide de l'année. Donc on l'a décalé au mois de mars.
Ok. Voilà. Mais donc, alors l'idée, c'est vraiment de faire un festival. Le festival, c'est un rapport au temps qui est différent. On peut voir plusieurs spectacles le même jour, mais aussi on peut aller faire des ateliers de pratique, on peut aller voir un film au cinéma, on peut visiter une exposition, on peut voilà, un festival c'est Oui. l'agglomération. Il y a une soirée sunset aussi, une soirée festive, on pourra faire la fête à la fin d'un spectacle. L'idée c'est vraiment de vivre un moment de partage avec différents artistes, donc on voit différentes propositions dans une période resserrée, mais du coup on peut retrouver des spectateurs qu'on croise au hasard de la programmation. C'est vraiment un moment humainement qui est très chouette le festival, puisqu'il ouvre plein de portes, il permet vraiment de croiser les regards de manière Incroyable. assez passionnante. Du coup, sur le territoire, ça a un rôle d'ouverture d'esprit un peu sur ce... Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Ok. Ouais, ouais. Et quelqu'un qui n'a jamais vu maintenant de la danse ou autre, qui voit ça, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de venir? Parce que ça peut être effrayant aussi de dire quinzaine de la danse. Est-ce que c'est un moyen aux novices, novices entre guillemets, attention, c'est pas péjoratif, hein, mais... Dans cette édition-ci, il y a quand même quelques propositions qui sont très faciles d'accès. Ok. Qui seront peut-être un peu étonnantes quand même, mais qui ne sont Ouais. pas difficiles. Ok. C'est-à-dire qu'ils seront pas. La personne qui va voir ça va se dire tiens, ça peut être ça la danse. Il y aura peut-être un point d'interrogation, un peu d'étonnement, mais c'est pas des propositions difficiles. Ok. Par exemple, on a la proposition qui s'appelle Sous les fleurs, qui est une équipe venant du Mexique, tiens, justement. C'est un spectacle qui est esthétiquement extraordinaire, de toute beauté, qui est issu d'une tradition mexicaine un peu particulière. C'est qu'il y a une région du Mexique où certains hommes ont le droit de vivre comme des femmes. Ils sont identifiés dès l'enfance comme étant ce qu'on appelle les mouchés. Et ils ont le droit de s'habiller en femme et ils pratiquent les métiers qui sont normalement réservés aux femmes. Et c'est un spectacle qui est vraiment magnifique. Et ça, je crois qu'on peut aller le voir vraiment sans hésitation. Et puis il y a un moment assez extraordinaire, ça va être il y a Imminente de Jeanne Gallois. On parlait des danses urbaines. Oui. Alors là, c'est un petit détour par la Coupole à Saint-Louis. Donc la Coupole, c'est le théâtre de Saint-Louis, Très belle qui est programmation partenaire aussi, de la hein. quinzaine de la danse. Donc chaque année, on essaye de trouver un projet en commun. Et donc là, on co-accueille ensemble la compagnie de Jeanne Gallois. Jeanne Gallois, c'est une danseuse qui vient des danses urbaines, du hip-hop, et qui a créé une compagnie où elle mixe, elle est vraiment à la bascule entre le hip-hop et la danse contemporaine. Ok. Et alors ça, pareil, vous pouvez aller voir ça, les yeux fermés, c'est sans difficulté. Et pour les plus pointus, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir si maintenant on est habitué, si on aime ça, si... Alors, moi, je mettrais en avant deux choses. Ok. Dans le cadre de cette quinzaine, avec Bruno Boucher, on a fait le choix de donner un petit coup de projecteur sur un garçon qui s'appelle Emmanuel Eguermont. Emmanuel Eguermont, c'est un jeune danseur et chorégraphe qui doit avoir il aura bientôt 40 ans, 35 ans, quelque chose comme ça, qui a travaillé longtemps avec Raymond Hogg. Alors, Raymond Hogg, ça parle peut-être pas à tout le monde. Non, ça me parle pas. C'est un monsieur qui a été le dramaturge de Pina Bausch. Pina Bausch, la grande chorégraphe de Wuppertal. Il a travaillé à ses côtés. Et c'est quelqu'un qui avait un physique très abîmé. Il avait un corps très abîmé. Et malgré tout, un jour, malgré son corps un peu difforme, pour être franc, il a dit « j'ai envie d'être au plateau. Je lance mon corps dans la bataille ». Et donc, il a créé des pièces assez extraordinaires, assez singulières, très étonnantes. Et un des interprètes qui a beaucoup travaillé avec lui, c'est Emmanuel Eguermont, ce jeune homme. Donc, il a grandi comme interprète, danseur, comme toi peut-être avec les compagnies où tu as travaillé, grâce à Raymond Hogg. Et aujourd'hui, c'est vraiment un chorégraphe qui est en train de s'affirmer comme un des jeunes chorégraphes les plus intéressants. Et donc, on a 2 rendez-vous avec lui, ce qui permet de voir son travail de manière différente. D'abord, le ballet de l'Opéra National du Rhin va créer, en ouverture de la quinzaine, une pièce qui s'appelle All Over Nymphéas. Donc, All Over Nymphéas, c'est Emmanuel Eguermont va transmettre la pièce qu'il avait créée pour d'autres danseurs. Il la confie aux danseurs du ballet du Rhin et il augmente le nombre de danseurs. Donc c'est une version un peu XL de la pièce au départ. Donc ça va être un très beau moment. Et puis on a fait le choix, nous côté Scène Nationale, d'inviter Emmanuel Eguermont pour un spectacle qui s'appelle About Love and Death, au sujet de l'amour et de la mort, qui est en fait un hommage à Raymond Hogg, donc la figure tutélaire, l'homme qui l'a fait grandir, qui l'a formé, qui l'a fait grandir dans son art. Et ça, c'est un spectacle absolument extraordinaire parce que c'est une traversée de l'univers de Raymond Hogg, qui était un passionné de toutes les musiques, de tous les cinémas, de toutes les cultures. Donc c'est un spectacle d'une richesse infinie, d'une émotion mais inouïe.
quand on l'a découvert avec Laurence, qui programme la danse avec moi à la filature, on est vraiment sorti avec des vibrations dans le corps absolument extraordinaires. Et là, je crois que ça, c'est... Du coup, Laurence t'aide à programmer la quinzaine, c'est ça? Ouais. Ok, Ouais. trop bien. J'ai une personne qui travaille, qui m'aide à aller faire les repérages, aller voir les compagnies, Du coup, tu vois rencontrer. les spectacles un peu en avant-première, c'est ça? Ou comment tu... Bah oui. Ouais, Enfin, c'est ça? oui, c'est ça. Ok, trop Ah bien. bah, l'idée, le programmateur, c'est beaucoup ça, c'est voyager Ouais, pour aller voir ce qui se fait ailleurs et décider, dans ce spectacle-là, on va essayer de le faire venir dès qu'il est en tournée en France, par exemple. incroyable. C'est une vie à 100 à l'heure, ça. Je pense qu'on va C'est une revenir chance, après. c'est une chance incroyable, Ouais, hein, c'est c'est une une chance chance incroyable, c'est une de chance dingue. incroyable. C'est une Mm. chance de dingue. Ok, trop bien. Bah, si jamais, quinzaine de la danse. Voilà, filature, 6 au 21. C'est ça, mars. Allez, allez-y. Moi, j'y serai aussi, un petit peu. Je sais pas, j'ai pas encore tout fait, mais j'y serai, c'est sûr. Je vais voir un spectacle, il me semble, en la fin. Voilà, allez-y, prenez vos places. Je pense que tout est sur le site de la filature, toutes les Mm. programmations, etc. Voilà. De toute façon, on va vous mettre quand même les liens dans la description sur YouTube. Voilà, voilà. J'ai très hâte de la quinzaine de la danse. L'année dernière, j'y étais aussi et trop hâte. Derrière tout ça, il y a quand même une réalité qu'on fait face aujourd'hui, je pense tous, nous aussi, vous aussi, toi aussi, et vous, parce que la filature aussi, la culture, c'est l'aspect un peu réalité économique et institutionnelle, je pense qu'il n'est pas évident, c'est un sujet un peu moins facile aujourd'hui d'aborder. On a connu le Covid, il n'y a pas longtemps, qui a mis quand même, je pense, sans être péjoratif, une claque un peu Tout à fait, tout à fait. à la culture. Moi, j'aimerais savoir, du coup, on sait que les subventions descendent aussi, ça c'est pas un fait, même si je sais que toi tu te bats énormément, et ça j'ai toujours entendu, c'est comme pour les billets, tu te bats corps et âme, je pense, pour ne pas subir ça, mais je pense qu'il y a quand même une réalité qui fait que, bon, du coup, comment on finance du coup un bâtiment comme ça avec ces réalités économiques aujourd'hui, ces difficultés qu'on fait face? Comment on pallie? Est-ce qu'on trouve d'autres stratégies? Est-ce qu'on change notre façon de fonctionner? Comment on fait? Parce que c'est quand même je pense que personne n'a jamais connu ça et un tournant comme ça, c'est pas facile à prendre et je pense qu'il y a une question politique qui rentre en place et du coup, ton rôle, c'est programmateur, directeur, social, gestion, mais aussi un peu homme politique entre guillemets. Mais comment on fait ça? Parce que c'est pas évident, parce que c'est un tournant que personne n'a jamais connu. Alors d'abord, je voudrais dire que les subventions ne baissent pas toutes forcément, Ok. et que notamment on a la chance que la ville de Mulhouse, qui est très attachée à cet équipement, vraiment Ok. les équipes de la ville sont fières, mesurent la chance qu'ils ont d'avoir cet équipement incroyable. Et on a mené tout un travail de pédagogie avec les services de la ville pour justement bien faire comprendre, parce que les lieux culturels travaillent financièrement, c'est des budgets qui sont gérés de manière un peu particulière. Je vais pas rentrer dans le détail là, ce serait Oui, pas oui. l'endroit, mais et du coup on a fait tout Non. un travail de pédagogie avec les services de la ville et ils ont admis que la filature avait besoin de financement supplémentaire. Donc la ville de Mulhouse actuellement augmente sa subvention. Ok. Oh, Donc on a magnifique. 162 000 euros de plus Ok. répartis sur 3 ans. Donc 25, 26, 27, sauf contrat après Oui, les oui, municipales, la bien sûr. subvention de la filature augmente un petit peu. Ok. Elle n'augmente pas énormément, mais elle Mais augmente. elle descend pas. Et aujourd'hui, c'est pas rien. C'est dans le contexte actuel, une ville qui accepte de continuer à mettre de l'argent sur le théâtre, le principal équipement qui coûte déjà beaucoup d'argent, c'est sûr. Mais il coûte beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il fournit tout ce qu'on a dit. Il y a l'opéra, l'orchestre, le ballet, tout ça, c'est une chance extraordinaire, mais ça coûte de l'argent. Euh, les autres tutelles, les autres partenaires publics sont obligés de baisser. On va dire que pour l'instant, les baisses sont pas catastrophique parce qu'on sait qu'il y a eu des régions françaises où Un ça a peu été touché. dramatique, dans la région Pays de la Loire notamment, ou la région Ok. Alpes-Auvergne, où il y a vraiment eu des coupes très très violentes. Nous, pour l'instant, on n'est pas dans des coupes aussi drastiques, même si il y a des institutions dans la région Grand Est qui sont en train de souffrir. Mais du coup, ça oblige à réfléchir effectivement à ce qu'on appelle les ressources propres. Parce que donc dans le financement d'un établissement comme nous, il y a les subventions, donc l'argent public qui arrive tous les ans, et puis il y a ce qu'on fait rentrer d'une autre manière. Les Donc billets, la je première pense. ressource propre, c'est la billetterie. Donc la billetterie, bah, il faut remplir les salles le plus possible. Il faut éviter, on en a parlé tout à l'heure, éviter d'augmenter le tarif des billets, puisque les Français ont aussi un pouvoir d'achat qui diminue. Et puis de toute façon, l'accès à la culture, il se joue aussi à travers l'accessibilité des tarifs. Et puis il y a deux autres types de ressources possibles, c'est le mécénat. Donc le monde de l'entreprise, les acteurs économiques du territoire,
Donc j'ai eu la chance, moi, à Chaillot, dans mon expérience précédente, de participer à la création d'un fonds de notation, qui est un dispositif de mécénat assez performant, assez extraordinaire. Donc on a créé un fonds de notation à mon arrivée ici à Mulhouse, qui est en train de se développer doucement. Il faut du temps parce que les entreprises ont aussi vécu le contre-coup à la fois du Covid puis de la crise, la guerre en Ukraine et la crise, l'inflation qui a suivi. Donc les entreprises sont pas toujours en situation pour être des mécènes très importants, mais en tout cas on y travaille. On développe ce type de financement. Et puis la troisième chose, ça je le développe beaucoup, ça c'est l'héritage de mon expérience en Normandie, c'est les partenariats, les co-réalisations. Donc par exemple, on a dit tout à l'heure, on va à la Coupole dans le cadre de la Quinzaine de la danse. Ben là, on s'aide à financer. C'était un spectacle qui était trop cher pour la Coupole seule. Ok. La Coupole n'aurait pas pu le faire seule. On le fait à deux. Donc la filature met de l'argent et aide la Coupole à accueillir. Et ça, je le fais aussi avec d'autres spectacles. Par exemple, le théâtre de Délémont en Suisse. Oui. Nous aide à faire venir un spectacle de Christophe Marthaler qui va bientôt te présenter à la filature. Donc c'est aussi travailler les partenariats, les coopérations avec des lieux partenaires, avec des directeurs théâtre. On se dit bon bah allez, comment est-ce qu'on fait? Tout seul on n'y arrive pas, à deux on peut le faire. Oui, le système change en fait. Du coup, on est obligé de changer, ce qui n'est pas évident, je pense. Mais maintenant, est-ce que du coup, bon, tu me dis que du coup, il n'y a pas forcément, mais entre la liberté artistique et les contraintes budgétaires, même si tu me dis qu'il y a. Ah bah là, je commence à le ressentir très clairement. Tu commences à le ressentir. Comment du coup, tu pallies via du coup tu t'associes du coup à des théâtres, c'est ça? Du coup, pour pallier à ça? Pour essayer de maintenir certains projets, mais sinon, très clairement, le nombre de spectacles accueillis à la filature dans le cadre de la programmation de la scène nationale, il est en train de se réduire progressivement. On était à un peu plus de 60 propositions différentes quand je suis arrivé en 2020. Aujourd'hui, on est en dessous de 50. Donc, on sait qu'il y a une liberté de choix, des expériences qu'on pouvait s'autoriser à faire avant, qu'on peut plus faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, retrouver l'équilibre précieux d'une saison qui est à peu près équilibrée, qui répond à toutes les attentes, c'est de plus en plus complexe, effectivement. Ouais, je trouve que c'est compliqué parce que du coup, c'est une pression supplémentaire en fait. Parce que du coup, ta liberté artistique, elle est un peu plus réduite, tu peux prendre moins de risques finalement. Je pense le risque est plus. Tu fais des choix plus stratégiques que artistiques du coup. Bah c'est vrai que d'autant qu'on a une salle de 1200 places, ce qui est rare pour la grande salle. Donc il faut choisir des spectacles qui sont capables de mobiliser 1200 personnes. Les scènes nationales dans le réseau des 78 théâtres qui font partie du réseau des scènes nationales, les salles sont plutôt entre 600 et 800 places. On a vraiment une très grande salle. Donc les choix sont à faire de manière très prudente pour s'assurer aussi qu'on peut remplir la salle. Après, là, dans la Quinzaine de la danse, on va accueillir une chorégraphe québécoise qui s'appelle Catherine Godet, avec Aude. Très clairement, c'est un spectacle grand plateau, donc il a lieu dans la grande salle, mais on sait qu'on ne remplira pas à 1200. Okay. Et c'est pas grave. Okay. Il faut aussi qu'on s'autorise. On a encore quand même la possibilité. Marge. Après, il faut ajuster c'est une pression maintenant en fait. Est-ce que c'est toujours un plaisir ou est-ce que c'est maintenant devenu un peu une forte pression de programmer parce que du coup il y a toutes ces trucs budgétaires, ces sous ou est-ce qu'on... Non, je dirais que la programmation et ce qui relève de l'artistique reste le pur bonheur de ce job. Par contre, ce que je relève vraiment depuis un an, c'est que l'équilibre de mon temps de directeur est beaucoup plus focalisé sur la recherche de financement, la recherche des mécènes, trouver des moyens de trouver de l'argent, et moins l'artistique, donc moins les voyages, les repérages. Je me déplace un peu moins. Okay. Alors déjà avec le Covid, il y a évidemment un coup d'arrêt au voyage qui a été très fort. Parce que du coup, tu fais vivre plus les scènes locales, les compagnies ou françaises plus, ou tu te déplaces moins? Alors, effectivement, j'ai une attention particulière aux compagnies de la région parce que dans la situation actuelle de contraintes budgétaires, qu'est-ce qui est le plus impacté? C'est les compagnies, puisqu'ils sont en bout de course. Oui. Donc, c'est eux qui sont le plus... donc, j'essaye de préserver ce qu'on appelle les apports en coproduction. Les apports en coproduction, c'est l'argent qu'on donne pour des spectacles à créer. C'est pas pour présenter les spectacles, c'est pour créer le spectacle avant qu'il soit en tournée. Et donc, ces dernières années, j'essaye d'avoir quand même une partie du budget qui est vraiment réservée pour les compagnies de la région, pour les aider. Et sinon, pour la programmation hors région, j'ai des amis de confiance, des voix dont je sais que je peux les appeler en disant « Tu as vu ce spectacle ?
qu'est-ce que tu en as pensé? Et je sais que si il me Ok. dit qu'il a aimé, généralement, c'est que je peux y Incroyable. aller. Trop Là, bien. c'est les complicités, Ça, c'est l'expérience, le c'est fait ça. que tu aies beaucoup bougé en France et Mm. les contacts aujourd'hui, quoi. C'est. Et notamment plus que la France, parce qu'en fait, il y a quelques années, j'allais chaque année 2 fois au Québec, les Pays-Bas, la Russie parfois, Ok, ouais. Ah Taïwan à une ouais. époque, le Japon. Là maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Mais j'ai des contacts dans ces pays-là où je sais qu'il y a 2, 3 personnes dont je sais qu'on partage les mêmes goûts. Et donc, si je les appelle, ils vont me dire, ils vont, Ça te ils vont manque avoir un les peu bons mots. le avant, du coup, Ah de bah bouger? bien sûr, Ouais. bah évidemment. Nostalgie un peu. C'était. Question bateau, mais question. C'était mieux avant? C'était mieux avant. C'était mieux avant. Bah, en France. C'est. Alors, parlons 2 secondes de l'exception culturelle française. Ok. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des tarifs qui sont Oui. accessibles. Et j'aime bien rappeler ça quand j'ai l'occasion de le faire. C'est que parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi l'État, les villes mettent de l'argent sur la culture. Pourquoi ils financent avec de l'argent public. Et en fait, en France, c'est le Conseil national de la résistance, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil national de la résistance, tous les partis de la gauche et de la droite se sont réunis et ont dit, bon, après la guerre qui a tout mis à plat, comment est-ce qu'on reconstruit la France et qu'est-ce qu'on a envie de mettre là-dedans. Et donc c'est eux qui ont défini qu'il fallait qu'il y ait les retraites, qu'il fallait qu'il y ait le chômage, qu'il y ait la sécurité sociale, et ils ont dit que la culture était importante. Et donc c'est là ils ont défini qu'il fallait trouver un dispositif où l'argent public permet de rendre la culture accessible. Ok. Et donc en France, les subventions, c'est les subventions pour complément de prix. Ça veut dire que l'État paye, ou l'État, la ville, les départements payent la différence entre le prix qu'un spectateur va payer et la réalité qu'il aurait dû payer. Donc, par exemple, quand on va voir un spectacle dans un zénith aujourd'hui, qui n'est pas un lieu public, Non. un lieu privé, eh ben, on paye les places 80, 90 euros. Si on va voir le même spectacle dans une scène nationale, on va payer 25 ou 30 euros. Et donc, la subvention de l'argent public permet de compenser la différence. Donc, il y a les 25 euros que paye le citoyen pour venir voir le spectacle, et l'État paye le reste Ok. pour que ce soit accessible. Ça permet de bien comprendre pourquoi on met de l'argent dans la culture. Et l'exception culturelle française, c'est essentiellement ça. C'est se dire, la culture est importante parce que c'est un lieu d'émancipation, de citoyenneté, de compréhension du monde. C'est un lieu aussi du vivre ensemble. C'est un endroit où on Totalement. croise des gens qui viennent de tous les univers. D'ouverture Et donc, d'esprit, il faut plein que de les choses. tarifs soient très accessibles pour Ok. tous. Du coup, t'es plutôt optimiste pour les futures années qui arrivent pour Mulhouse? Oh, quelle question. Non, je préfère pas répondre à cette question-là. Non? Ok, ok. Bah, on voit qu'il y a des coups de boutoir, les tentatives aux États-Unis. Déjà, les États-Unis ont un système culturel Oui. qui est très différent de la France. Tout à fait. Mais là, on voit que les régimes un peu autoritaires, ils touchent direct à la culture. Ok. D'ailleurs, je trouve assez admirable les artistes américains là, qui ont accepté de se déprogrammer J'ai entendu ça, c'est vrai. Kennedy Hier Center. ou Là. avant-hier, j'ai Ouais, entendu ça. ils sont courageux là-bas. Ouais. Du coup, moi, pas trop optimiste. On sait pas. Ok. Je suis une nature, je crois en la nature humaine, donc je me dis qu'on on va pas suivre ce chemin-là aussi facilement. Ok. J'espère. Et j'espère surtout qu'on continuera avec aussi des partenaires privés, les entreprises qui nous aident, etc., à maintenir des maisons comme la Filature à flot pour que Ouais. Ok. ces fenêtres sur le monde, où on peut parler de tout sans se censurer, seront toujours possibles dans les années qui viennent. Je crois Ok. que c'est extrêmement important. Parce que moi, je trouve que Mulhouse a super bien évolué et évolue bien. Ah bah moi, Mulhouse, très clairement, Moi, je je n'ai trouve pas que Mulhouse. reconnu la ville, quand je suis arrivé, j'ai pas reconnu la ville dont on m'avait parlé. Hein. Moi, je On trouve ça m'avait dressé un incroyable. Hein. portrait Ah très oui. négatif de Mulhouse, et en arrivant, je dis mais c'est pas ça, hein. C'est pas la ville dont on m'a Non, parlé. moi, je trouve ça incroyable. Si maintenant t'avais, on s'est posé cette question quand on a préparé. Si maintenant t'avais un budget illimité pour un spectacle, qui tu ferais venir? Ou est-ce que tu le montrais blanc? Est-ce que tu ferais venir une collaboration? Qu'est-ce que tu ferais? Si maintenant t'avais un budget illimité, ce serait quoi pour toi le spectacle, Le. ouais, Alors, il peut pas y en le. avoir qu'un. Bon, alors, en danse alors. Non, je vais commencer par du théâtre. Ok. Euh, Peut-être que je m'offrirais, mais alors vraiment un budget vraiment limité, hein, Illimité. Vraiment, j'ai dit illimité. Hein. C'est vraiment de pas de remonter budget. une pièce qui est une pièce absolument sublime de Bob Wilson. Bob Wilson, c'est un metteur en scène américain qui est décédé il y a un an là. Ok. Et il a créé une pièce qui a vraiment marqué l'histoire du théâtre en Europe.
dans les années 70 qui s'appelle Einstein on the Beach. Et c'est une rencontre entre Philip Glass, le compositeur américain de musique minimaliste, et Bob Wilson. Et c'est un spectacle qui dure 6 heures, mais qui est une merveille, qui se traverse comme si le rien n'était. Ok. C'est-à-dire, faut pas penser à la durée quand on arrive. Alors ça, si je pouvais, ça, je serais très très heureux de pouvoir Ok. le programmer. En danse, En danse, ouais. j'ai eu la chance de déjà faire beaucoup de choses, parce on a accueilli Pina Bausch déjà. Ça, c'est quelqu'un. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut dire là tout de suite là? Oui, pas de stress, hein, on peut couper au Il y a montage. plus de- Tranquille, hein. Je pense qu'on vous la En pose pas danse, vraiment forcément cette question, c'est pour ça. On a le droit de rêver, hein. Euh, Kirill Serebrennikov, qui est un metteur en scène de théâtre, a créé à Moscou un spectacle sur Nouriev, Ok. donc le danseur russe. Et Kirill Serebrennikov, c'est vraiment du théâtre contemporain, pur et dur. Il a été mis au banc par Poutine, il a été très brutalisé par Poutine. C'est vraiment un créateur très Ok. iconoclaste là-bas. Peut-être que c'est le spectacle qu'on rêverait de faire. Ou non, si. Ah. Si, ce serait faire venir remonter la production de West Side Story, mise en scène par Ivo Van Hove et Anne-Theresa de Kersmaker. Donc 2 mots là-dessus. Ouais. West Side Story, ça a été créé par Jerome Robbins, le chorégraphe dans les années 50. Ouais. Et le système américain fait qu'il avait les droits, il tenait les droits sur West Side Story jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a 2019. Donc on n'avait pas le droit de faire d'autres mises en scène que celles qu'il avait créées. Donc West Side Story, tous ceux qui l'ont vu entre 1953, 54, je sais plus, jusqu'à 2019, c'était toujours la même production, celle de Jerome Robbins. Et à partir de 2019, les droits permettent de créer d'autres pièces. Et donc les Américains, bizarrement, ont fait appel à un metteur en scène néerlandais, Ivo Van Hove, et une chorégraphe flamande, Anne-Theresa de Kersmaker, qui ont créé une production de West Side Story que j'ai eu la chance de voir, moi, à New York, Ok. juste avant d'arriver à la filature. Là, j'ai dû faire un gros pouf. Donc c'est une production que j'ai eu la chance de voir à New York avant d'arriver à la filature et qui est absolument extraordinaire. Ok. Vraiment extraordinaire. Et ça, si je pouvais m'offrir ça, ce serait offrir ça aux spectateurs, mais me l'offrir aussi. Ouais. Non, là, j'ai posé là la aussi, question là, rien que pour vraiment, toi, ouais. c'est-à-dire pour toi. Et en musique, sinon, Ouais, en musique, c'est j'ai vrai. un autre rêve, ce serait que on puisse monter un ciné-concert, donc le film projeté avec la musique en dessous de Kundun. Ok. Kundun, le film de Martin Scorsese, Oui, qui je vois raconte lequel l'histoire c'est. du Dalai Lama. C'est une musique géniale avec les instruments tibétains, les instruments occidentaux. Ça, ce serait. Mais ça, je pense que ça se fera jamais. Ok. Écoute, on arrive déjà vers la fin. J'avais encore beaucoup de questions à te poser, mais je pense on va s'arrêter là. Il y a un petit jeu pour la fin. Du coup, tu dois répondre un des 2 mots. T'as le droit à un joker. Et voilà. Alors, le but, c'est d'aller vite, hein. Ok. On va essayer. Ouais. Tradition ou expérimentation? Expérimentation. Émotionnelle ou intellectuelle? Émotionnel. Art local ou art international? International. Grande salle ou petite salle? Grande salle. Surprise ou maîtrise? Surprise ou maîtrise? Oui. La surprise. Toujours. Art qui dérange ou art qui rassemble? Art qui rassemble. Viral ou intemporel? Joker. Les deux. Jeune public ou fidèle historique? Jeune public. Paris ou Mulhouse? Mulhouse. Ok, voilà. Mais très Merci. sincèrement, Mulhouse. Hein. Oui, oui, oh ben, Très sincèrement, parce que l'expérience à Paris, je l'ai dit peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est que on est hors sol. C'est un Ouais. endroit magique, mais on est hors sol. Là, on est vraiment sur le territoire, en prise avec des vrais gens, avec des vrais et c'est vrai publics. que les jeunes, maintenant, il faut qu'ils s'intéressent plus, je pense, à la filature, à la culture, etc. Et c'est pas tellement évident que ça. Et si tu avais un message à faire un peu passer à la jeunesse, ce serait quoi aujourd'hui? Pour venir, pour les faire venir? Parce que nous, on touche quand même un jeune public. Et c'est vrai, ce serait quoi, toi, pour toi Moi, c'est clair que l'expérience, l'émotion, on a dit émotionnel tout à l'heure, qu'on vit dans un spectacle avec les artistes qui sont devant nous, là, vraiment là. Quand on est dans la salle modulable, ils sont à quelques mètres de nous. Quand ils nous transmettent ce qu'ils nous transmettent là, mais c'est 10 fois plus puissant que regarder à la télé.
parce que c'est là, on est en prise avec eux, c'est unique ce qui se passe. Ce qui se passe sur le plateau, c'est unique, ça ne se reproduira pas une autre fois, parce que le lendemain, la température sera différente, ils seront plus dans la même énergie, etc. Ce ne sera pas la même représentation. Ah, c'est vrai. Donc c'est vraiment un moment unique, et ça, rien ne le remplace. Non. Quand il y a eu le Covid, on a beaucoup filmé des spectacles. Nous, y compris nous, à la filature, on a filmé des spectacles. Et je trouvais que le résultat sur les écrans fonctionne pas du tout. Ça, la vidéo ne donne qu'un tiers de la réalité de l'émotion. Du coup, est-ce que la culture, la culture, elle doit... C'est ma dernière question, je me fais engueuler là derrière, parce que il fait ça. Est-ce que pour toi, la culture, elle doit évoluer pour la jeunesse, ou elle doit rester un peu comme ça? Tu penses que c'est quoi pour encore plus les intéresser, pour les emmener encore plus aujourd'hui? Alors, on a eu un spectacle il y a 15 jours qui répond exactement à cette question-là. Pour moi, de toute façon, les artistes contemporains, les artistes d'aujourd'hui, quand ils traitent des textes du passé, des grands textes de répertoire, ils les transforment, ils les malaxent, ils les mettent au goût du jour. Quand David Bobet fait Don Juan de Molière, il en fait quelque chose qui est totalement contemporain, qui parle d'aujourd'hui. Et puis, il y a des artistes qui réfléchissent vraiment à parler à un public d'un certain âge, et notamment Toulaï Cornotte, qu'on a présenté il y a 15 jours dans le cadre de Momix. C'est un spectacle qui traite des risques pour les réseaux sociaux. Et très clairement, moi, quand j'ai vu le spectacle, j'ai découvert à Grenoble, je comprenais pas tout. Parce qu'en fait, c'est vraiment les réseaux sociaux, le vertige de l'immédiat, du numérique, de tout ce qui se passe dans la seconde, les commentaires. Moi, j'étais là, je disais, il y en a trop, là, je suis pas. Et j'avais un de mes collègues qui était avec moi, beaucoup plus jeune, qui lui percutait, il était dans le rythme. Et vraiment, ce spectacle-là, j'ai pas tout compris, mais il a très bien fonctionné pour les jeunes, et tout d'un coup, il s'est passé des choses dans la salle que j'ai trouvé assez extraordinaire, notamment dans ce spectacle. Il y a des moments où les jeunes, alors on travaille sur les risques des réseaux sociaux, donc sur le lynchage, sur l'exclusion qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Donc il y a des moments où les jeunes qui étaient dans la salle exprimaient leur violence ou leur rire. Donc il y a des moments où il y avait beaucoup de bruit, mais dès que le texte reprenait, silence. Et ça, je trouvais ça extraordinaire, s'autoriser le fait que la jeunesse aujourd'hui, elle peut aussi avoir le droit de s'exprimer et de manifester ses émotions dans la salle. Parce que souvent, dans les théâtres, on dit pas de bruit, pas de bruit. Moi, je suis pas partisan forcément du silence permanent. Et ce spectacle, c'était assez passionnant de voir comment il pouvait y avoir des vagues d'émotions qui étaient exprimées. Et ensuite, dès que le texte reprenait l'action, comme ils avaient envie de savoir ce qui allait se passer, le silence revenait. Incroyable. Et ça, c'est un spectacle qui a vraiment été conçu par une metteur en scène pour les ados. Elle l'a vraiment réfléchi. Incroyable. Trop bien. Merci Benoît. Merci à toi. Merci de nous avoir accueillis ici. C'est la fin. Alors, puis, juste une petite chose à garder ou pas au montage. Cette salle, elle est importante parce que c'est la salle de notre classe prépa. Théâtre. Voilà. À la filature, j'en ai pas parlé, mais on a aussi une autre spécificité. On a une galerie d'art aussi dont j'ai pas parlé, une galerie dédiée à la photo contemporaine. Mais on a aussi une classe prépa, donc c'est une dizaine de jeunes issus de la diversité socio-économique, donc ils sont bacheliers, boursiers, entre 18 et 25 ans, et on les recrute sur audition, et ils passent 2 ans pour préparer les concours d'entrée aux écoles supérieures d'art dramatique. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas forcément la chance d'avoir pu fréquenter les conservatoires, et on les aide à préparer les concours d'entrée pour devenir comédien. Merci. Donc s'il y a des jeunes qui veulent, renseignez-vous, penchez-vous. Non, mais ils font plein de choses. Mais et c'est dans cette salle-là qu'ils travaillent, surtout, c'est ça que je voulais dire. Enfin, on est dans la salle où ils travaillent. C'est magnifique cette salle. Mais c'est vrai que la filature fait beaucoup de choses et des fois on n'est pas au courant. Et je pense que si les podcasts continuent, on va refaire des formats sur la filature pour la mettre en avant et pour. Je pense qu'elle touche pas encore assez de jeunes, même si vous êtes actifs sur les réseaux. Mais je pense qu'il faut encore, accentuer sur votre programmation. Et je pense que c'est aussi nos rôles à nous et mon rôle aussi de faire ça. Mais nous, il y a certains réseaux où on n'est pas présent. Il faut qu'on le devienne. Et je pense que c'est aussi. Et je pense qu'on. Soit vous, soit quelqu'un d'autre, soit toi, soit quelqu'un d'autre pour. Sur le week-end des 30 et 31 mai, rebelote. Il y a plein de choses à dire sur le week-end, sur les pratiques urbaines. C'est vrai. On peut essayer c'est le type de public que. Je pense que vous touchez tout à fait le public qu'on cherche à convaincre à ce moment-là. Je pense que peut-être qu'on va regarder ça. Je regardais avec Mathis Morin pour voir si on peut refaire un peu ce format. C'est en partenariat avec le NL Contest. Oui, celui-là qui est à Strasbourg. Non, du coup, on va peut-être voir ça parce que je trouve que vous faites plein de choses et je trouve que des fois, c'est peut-être pas assez. En tout cas,
du retour que j'ai, tu vois, des jeunes et tout, je trouve que c'est pas assez mis en avant. Et comme dit, on dirait que c'est institutionnel, tu sais que c'est réservé à ce genre de personnes. Et quand on voit les bus de personnes un peu plus âgées qui arrivent en masse, tu te dis, oh punaise! Mais Là, du coup, c'est un peu. On a fait une grande enquête des publics là récemment et le résultat sur la moyenne d'âge, c'était. Ouais. Donc nous, la scène nationale, on a les plus jeunes, mais c'est quand même 55 ans l'âge moyen. Ouais. Mais maintenant, on le voit, nous, avec le training. Je sais pas si tu as déjà eu des retours ou autre, mais le training, maintenant, depuis qu'on a fait une bonne com et tout, ça apprend vraiment beaucoup. Maintenant, on arrive quasiment à 20, 30 personnes, des fois en haut, et même du public qui s'assoit et qui regarde, et c'est que des jeunes. C'est déjà, ça fait partie vraiment de mes objectifs quand je suis Et du arrivé à la coup, filature. Je voulais que ça se produise. Et du coup, Donc, nous, merci avec de le réaliser, hein. avec Mathis, on a eu une bonne idée, c'est peut-être d'organiser pendant un training une visite de la filature avec quelqu'un et faire visiter les locaux et nous expliquer la programmation. En tout cas, c'est ce qu'on a prévu pour septembre prochain. En tout cas, je pense de se poser avec tous les jeunes et de leur expliquer la programmation. Mais en tout cas, moi avec Mathis qui est au top d'ailleurs, celui-là aussi est top, mais l'autre Mathis, Morin est au top et on travaille super bien ensemble et il est là aussi pour la jeunesse. C'est une tête bien faite. Ouais. C'est une tête bien faite. On s'entend super bien et nous on est là pour les jeunes et on veut faire bouger cette jeunesse et ici vous faites un travail extraordinaire et ça se voit que vous vous battez pour la culture et on le ressent en tout cas. Bon, super. Merci Benoît. C'est important. C'est très important. On fait une petite photo merci à toi. de fin. J'espère que... Oula. Bravo à vous tous. Ça t'a plu, ça va? Oui, très bien. Bah, c'est chouette, c'est rare d'avoir 45 minutes comme ça pour parler à bâton. Ah là, c'est plus 45 minutes. Hein. Là 1h10 quand même. D'accord.